Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de rentrée de la chaîne qui va être la vidéo rattrapage de tous les films que j'ai loupés au cinéma cette année et que j'ai eu l'occasion de revoir par après. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une vidéo rattrapage, c'est tout simplement une vidéo où je parle des films de manière posée, sans les analyses, sans le déroulé qu'il y a d'habitude dans les vidéos. Là j'en parle comme j'en parlerai à des potes. Et étant donné que j'ai énormément de films à aborder, on va commencer sans plus tarder. Juste un petit truc, vous pouvez retrouver en barre d'infos tous les timecodes pour passer d'un film à l'autre, pour pouvoir passer directement au film qui vous intéresse. Le premier film de ma liste est La Belle et la Bête, le remake de 2017 en version film live. Faut savoir que j'aime beaucoup le dessin animé de Disney, mais c'est pas non plus mon dessin animé Disney préféré et je trouve qu'il a énormément de défauts. Notamment, j'ai toujours trouvé le personnage de Belle intéressant sur le papier, c'est-à-dire quelqu'un de tolérant, un petit peu fantasque, qui est pas accepté par ses semblables. Mais je trouve que finalement, c'est un personnage très fade. J'ai toujours trouvé le... Je sais pas si ça vient du doublage français, mais j'ai toujours trouvé sa voix très cucu, très gnangnan. Et je dois dire que la version live de 2017, pour moi, rattrape tous les défauts de la version dessin animé. Et ce que je vais dire va peut-être être un petit peu horrible pour les fans du dessin animé, mais je crois que je préfère la version live. Je la trouve un peu plus sombre, plus mature. Je trouve la bête absolument incroyable. Vous savez aussi que je suis quelqu'un qui est pas très fan des films tout en effets spéciaux, mais là, pour le coup, les effets spéciaux étaient vraiment magnifiques. Moi, ce que je supporte pas, c'est les effets spéciaux dans les films réalistes qui essayent de se la jouer réaliste, mais que ça fonctionne pas. Et ici, au contraire, ça a aidé à créer un univers vraiment merveilleux, un univers qui sortait de l'ordinaire. C'était vraiment très très beau. J'ai eu un petit peu plus de mal avec l'humanisation des objets. Je trouve leur chara-design presque angoissant en fait. Alors je comprends bien que c'est très difficile de donner un aspect réaliste à des objets humanisés, mais sinon en dehors de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette version. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie réactualisation du propos et du message. J'ai trouvé le rôle de Gaston vraiment très drôle, beaucoup plus bouffonnesque et caricatural que son rôle dans le dessin animé, mais finalement qui n'en est que plus poilant. Ouais, j'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est, comme je vous l'ai dit, l'humanisation des objets. Et si, un dernier truc effectivement qui m'avait un peu choqué, les musiques qui ont été créées spécialement pour le dessin animé sont nulles. Vraiment, j'ai pas d'autres termes, c'est gnangnan, c'est cucu, c'est niais, c'est de la comédie musicale basique, ça n'apporte rien. Et c'est presque dommage, je trouve qu'il y avait certains moments où ça faisait sortir du film plus qu'autre chose. Mais sinon voilà, La Belle et la Bête, c'est une vraie bonne surprise parce que je m'attendais pas à apprécier autant. D'autant plus que j'avais vu Maléfique qui m'avait pas déplu, mais qui n'était pas non plus hyper convaincant. J'ai aussi vu la version live de Cendrillon qui est vraiment pas terrible, et là je trouve que Ce Belle et la Bête apporte un vrai plus. C'est vraiment un film où l'aspect merveilleux prime, c'est beau, ça fait passer un excellent moment, ça nous fait nous plonger dans un monde totalement différent du nôtre, donc je trouve que le pari a vraiment été réussi pour Disney là-dessus parce que c'était un très beau film. Ensuite, un film qui a pas mal déchaîné les passions, et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi, c'est Wonder Woman. Vous savez que je suis pas une grande fan de films de super-héros de manière générale, que ce soit DC ou Marvel, mais j'avais quand même envie d'aller payer pour aller voir Wonder Woman parce que symboliquement, c'est quand même la première super-héroïne qui a son film standalone, donc mon côté féministe a primé pour que j'aille payer ce film. Et j'en suis ressortie extrêmement surprise dans le bon sens du terme, parce que je trouve que c'est un blockbuster qui est divertissant, intelligent, beau, qui fait passer un excellent moment, qui est très rythmé, les scènes d'action sont hyper bien foutues, je trouve que les effets spéciaux sont hyper convaincants, et j'ai été très étonnée quand il s'est pris des torrents de merde à la gueule, sans que je comprenne vraiment pourquoi. On lui reproche son classicisme, mais je trouve qu'il est pas classique du tout, déjà du fait que ce soit une super-héroïne qui soit mise en avant sur les écrans, mais aussi de par son contexte historique. On se situe quand même dans la Première Guerre mondiale, et c'est un thème qui a été très peu abordé au cinéma, et surtout au cinéma grand public. Et je trouve qu'en plus ça aborde la guerre de très belle manière, de manière mature, intelligente, et comme rarement ça l'a été abordé, franchement, je trouvais que là-dessus il y avait rien à dire. Et ce film s'en est aussi pris plein la gueule parce qu'on lui a reproché d'être un espèce de sermon féministe et d'être trop moralisateur, alors que je trouve qu'il est pas du tout là-dedans, mais alors vraiment pas. Et pourtant vous savez que je suis quelqu'un de féministe et le girl power, je suis à fond dedans. J'ai trouvé que ce film était pas du tout là-dedans. Les relations hommes-femmes sont très belles, sont très naturelles. Je trouve que le personnage de Wonder Woman est hyper attachant et très naïf par moments, ce qui fait qu'elle fait très humaine. Elle fait pas du tout, je trouve, femme tellement forte qu'elle en surpasse les hommes. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait pas du tout de discours
trop stéréotypé, trop genré, et j'ai pas du tout compris qu'on accuse ce film d'être un sermon féministe alors que ça ressort pas du tout de son écriture. On a aussi enfin accusé ce film d'être un mensonge de niaiserie, et on a dit que les raisons pour lesquelles Wonder Woman se mettait finalement à se battre et qu'elle restait du côté de l'humanité étaient complètement nulles. Ben non, ça fait complètement partie de son personnage, c'est hyper cohérent, et encore une fois, son aspect hyper naïf ne la rend que plus humaine et plus attachante. Vous imaginez si elle avait pas eu ça, on aurait eu une femme hyper forte, hyper froide, et tout le monde aurait dit ouais, ce film il est déshumanisé, il manque de sentiments, alors que là c'est un film qui est prenant. Et je suis désolée, c'est très très rare les blockbusters qui arrivent à émouvoir, et Wonder Woman c'est un film qui émeut parce que le personnage est émouvant, il est très bien écrit, il est très cohérent, donc vraiment je comprends pas ses reproches à l'égard de Wonder Woman. En tout cas, moi ce Wonder Woman me réconcilie un petit peu avec le DC Universe, et ouais, je suis plutôt curieuse de voir ce qu'ils vont faire, parce que si ça continue dans cette lignée là de films qui sont intelligents, profonds, qui sont beaux, avec des personnages bien écrits, cohérents et tout, moi je ne peux que dire oui, parce que c'est le genre de blockbuster qu'on a envie de voir à l'écran. Le cinéma c'est aussi ça, c'est pas que des films hyper profonds et intelligents qui te remettent en question, c'est aussi du divertissement, et ce divertissement là, franchement, pour moi ça a été le meilleur de l'année jusqu'à présent, sauf évidemment mon petit plaisir coupable de l'année, qui est Pirates des Caraïbes 5, dont je vais vous parler tout de suite. Je suis allée le voir 3 fois au cinéma. Alors j'ai conscience que c'est pas un excellent film, certes. J'ai conscience que contrairement à Wonder Woman, que je suis prête à défendre parce que j'ai de bons arguments, je pense, pour le défendre, et je pense que c'est un film qui mérite d'être défendu, Pirates des Caraïbes 5 est une suite commerciale faite uniquement pour engranger de l'argent, et j'ai conscience qu'il n'y a pas un grand investissement artistique derrière, mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai chialé comme un bébé, vraiment. J'y suis allée 3 fois, les 3 fois j'ai chialé comme un bébé. Que ce soit à la mort d'un des personnages, que je ne vous spoil pas, mais il y a un des personnages qui meurt, que ce soit à la scène où on revoit Will Turner et sa femme, ben voilà, j'ai repleuré, que ce soit tout simplement à l'apparition du générique, moi j'ai pleuré, que ce soit avec la musique, ben, j'ai pleuré. Je suis une vieille groupie des Pirates des Caraïbes, vraiment, j'adore cette saga. Sauf le 4, que j'ai rattrapé pour l'occasion, parce que je l'avais jamais vu, effectivement. Je comprends qu'il se traîne une réputation de bouse sans nom, parce que même s'il y a 2-3 trucs sympas, c'est quand même vraiment mauvais dans l'ensemble, mais Pirates des Caraïbes 5 se traîne aussi une très très mauvaise réputation dans son sillage, et comme je vous l'ai dit, je peux pas encourager le projet de base, parce que forcément il y a un projet pécunier derrière, et ça c'est sûr que c'est pas une initiative à encourager, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs vachement intéressants. Déjà, je trouve que ce film est magnifique, les scènes dans le triangle de brume sont absolument magnifiques, les scènes sur l'île avec les étoiles qui reproduisent le ciel, mais franchement, moi ça m'a tiré les larmes tellement c'était beau. Alors peut-être que j'en fais un peu trop des caisses parce que c'est Pirates des Caraïbes et je manque d'objectivité, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé qu'avec ce film, on retrouvait la sauce épique des combats et le sens de l'aventure qu'il y avait dans les 3 premiers opus et qui clairement s'est perdu dans le 4e. J'ai trouvé que là, ça m'a redonné la sensation d'être devant un 2 ou un 3 du premier opus, même si ça n'a pas été réalisé par Gore Verbinski. Je trouve qu'on retrouvait son sens de l'épique et son sens de la majesté et son sens de la grandeur qui clairement a manqué. Les nouveaux personnages qui sont introduits, donc le fils de Will Turner et la fille de Barbossa, sont sympathiques, sont je pense de bons personnages, mais ils sont introduits trop rapidement, on les développe pas assez, et c'est dommage parce qu'on n'a pas le temps de vraiment s'attacher à eux comme on le devrait. Et quand il leur arrive des trucs, finalement on est trop peu investi, et on n'a qu'une envie, c'est plutôt retrouver les personnages qu'on a connus de la trilogie, et pas forcément de connaître des nouveaux personnages, et c'est dommage. Et je pense que ce point-là est représentatif pour moi du défaut majeur du film, il va trop vite. Je pense qu'il aurait fallu que ce soit un film qui soit développé sur 2 opus et non pas que sur 1, parce que du coup tout va tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'attacher aux enjeux, ni aux personnages, ni aux morts, etc. Enfin, je veux dire, par exemple, le grand méchant de cette histoire, comme je vous l'ai dit, je suis allée le voir 3 fois au cinéma, on a un grand méchant qui est incarné par Javier putain de Bardem, qui est au top de sa forme, qui l'incarne hyper bien, qui est magistral dans le rôle, et j'avais oublié les 3 fois qui était le méchant, alors qu'il est tellement cool, son chara-design est excellent, son bateau avec l'espèce de truc qui remonte et qui bouffe les autres bateaux, mais je trouve ça grandiose, mais voilà, il est tellement peu développé, il est tellement peu important qu'on l'oublie, alors que ça aurait pu être vraiment un méchant excellent de l'histoire du cinéma, qui aurait pu être aussi marquant que l'a été Davy Jones. En parlant de Davy Jones, bien sûr, la scène post-générique m'a donné des frissons, j'ai poussé des petits cris de groupe
youpi absolument énorme, parce que si on a le retour de Davy Jones à l'écran, moi je vais plus en pouvoir. Il faut savoir que c'est mon méchant préféré de toute l'histoire du cinéma. Alors je sais, encore une fois, on peut se dire ouais, Pirates des Caraïbes et tout, mais Pirates des Caraïbes c'est vraiment très important pour moi, et Davy Jones m'a marqué en excellent. Si on peut le retrouver au cinéma dans sa prochaine opus de Pirates des Caraïbes, moi j'en peux plus, hein. Franchement, je suis prête à signer partout où il faut. Si ce Pirates des Caraïbes, qui a quand même posé de bonnes bases assez intéressantes pour redémarrer une saga, qui a quand même donné un bon rythme et qui était vraiment un film que je trouve être un divertissement honnête, s'il peut donner envie à Gore Verbinski de se relancer dans l'aventure, et si Disney peut redonner des fonds pour refaire des films aussi intéressants que les 3 premiers, moi je suis prête à re-signer pour qu'on ait à nouveau une trilogie avec le retour de nos personnages originaux, les nouveaux personnages qui seraient plus développés, des nouveaux méchants, ou bien le retour des anciens, je sais pas, mais moi je suis prête encore à repartir à l'aventure avec les pirates, parce que ce Pirates des Caraïbes 5 m'a convaincu. Une suite par contre qui m'a beaucoup moins convaincu, ce fut Alien Covenant. Alors il faut savoir que moi j'ai pas vu Prometheus, donc j'avais pas toute la haine que les gens ont en général pour cette suite. Je sais pas, le trailer m'avait hypé, j'avais l'impression qu'on retrouvait l'ambiance étrange et un peu hypnotique des premiers Aliens. Et ben putain, qu'est-ce que c'était chiant. Mais franchement, j'aime pas dire ça d'un film parce que je trouve que c'est pas juste, d'autant plus que Ridley Scott a l'air d'être assez investi dans ce projet, on sent que ça lui tient à cœur et tout. Tout ce qu'on voit dans ce film, on l'a déjà vu, tout ce qu'on voit dans ce film, on le connaît, on n'apprend rien de nouveau. Le pseudo-twist qu'ils essaient de nous faire monter, mais c'est de la merde. Mais on le sait depuis le début, mais qui ne l'a pas vu venir? Enfin, je sais pas, c'est même plus un twist à ce stade-là. Pour moi, Alien, c'est représentatif des films où t'as les créateurs originaux qui essayent à tout prix de développer leurs univers parce qu'ils en ont envie, on sent que ça leur tient à cœur, mais qui échouent à transmettre leur passion et leur envie de développer leur univers aux spectateurs. Tellement finalement ce sont des films qui sont égoïstes, qui ne sont tournés que envers les personnes qui connaissent à fond l'univers ou que envers les personnes qui le créent. Finalement t'as tellement peu à te mettre sous la main en termes de nouveautés, en termes d'innovation, en termes de mise en scène, que y a rien de marquant qui en découle. Et encore, moi j'ai eu un peu plus d'aspect découverte que certains, puisque j'avais pas vu Prometheus, donc il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont intriguée et je me suis posé 2-3 questions. Mais je pense aux personnes qui ont vu Prometheus et qui en plus n'ont même pas eu un aspect, un minimum de surprise, vous avez dû vraiment vous emmerder. Les acteurs de manière générale sont bons, mais c'est des stéréotypes. C'est les personnages types de Alien qu'on a déjà vus. Il y a vraiment rien d'innovant à aucun stade, et je pense que je vais arrêter de me répéter et de tourner en rond parce que franchement j'ai rien à dire sur ce film, tellement il apporte rien, et tellement c'est chiant, et pour le coup je trouve que le saut de merde qui se prend dans la gueule, ben c'est triste mais c'est assez mérité parce que au-delà du fait que c'est un film beau, ça a rien à offrir du tout quoi. Un autre film que j'ai rattrapé qui est sorti en ce début d'année, ce fut Lego Batman. Alors il faut savoir que moi le film The Lego Movie qui était sorti je crois en 2014, j'avais adoré, vraiment je trouvais que c'était un film pour enfants qui prenait pas les enfants pour des cons, ça avait été vraiment une très bonne surprise. Bah Lego Batman c'est encore une fois une bonne surprise. C'est un film que je trouve très riche et qui a des très beaux messages, et c'est assez rare en fait de voir des films d'animation qui sont à ce point-là intelligents, sous une couche d'humour somme toute très drôle et énormément de comédie. C'est un film qui tombe jamais dans de l'humour qui pourrait être oppressif. C'est un film qui tombe jamais dans de l'humour gras, c'est un film qui tombe jamais dans de l'humour vulgaire, c'est un film qui se contente pas de faire que des cabrioles et des trucs comme ça, parce que les enfants, haha, ça les fait rire quand il y a des personnages qui tombent. C'est vraiment un film qui a un humour, je trouve, assez mature finalement, et qui, au-delà de son humour, donne des messages assez intéressants. Par exemple, quand t'as une nana et un mec, c'est pas grave s'ils finissent pas ensemble. Par exemple aussi le fait que une famille, c'est pas forcément une famille de sang. Que la famille, ça peut aussi être des choses qu'on se construit, c'est-à-dire des amis, c'est-à-dire des rencontres. On sent que Batman et que le Joker s'admirent mutuellement, s'aiment mutuellement, et que s'ils sont en rivalité, c'est plus finalement effectivement de la rivalité, mais dans un sens quasiment camaraderie, que dans un sens de haine. Et c'est tout bête, mais je trouve que c'est des petits messages qui sont hyper importants à distiller à des gamins qui se posent des questions sur les relations hommes-femmes, à des gamins qui se posent des questions sur pourquoi avec ma famille c'est la merde et avec mes amis c'est trop bien, enfin que des trucs comme ça. Et c'est des trucs qu'on nous dit pas assez parce que le modèle américain des films typiques de la famille c'est parfait, un homme, une femme ça va ensemble et c'est trop bien, etc. Ça commence à être assez éculé.
Et je trouve que c'est bien que les films d'animation évoluent aussi en fonction des nouvelles mœurs de la société, et je trouve que vraiment Lego Batman, pour le coup, c'est un film qui est moderne, actuel et très intéressant sur ces notions-là. Et au-delà de ça, c'est un film magnifique au niveau de son animation, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est très drôle, et je sais pas, le personnage de Batman, il est magnifique, il est hyper bien construit, c'est un film qui est bourré d'action aussi, et presque, si jamais Wonder Woman n'était pas sorti, j'ai envie de dire que c'était presque mon film de super-héros de l'année, alors que c'est un dessin animé censé être parodique des films de super-héros, mais c'est bien à ce point-là qu'on peut le considérer comme un film de super-héros à part entière. Donc j'ai hâte de voir jusqu'où Lego va aller dans leur Lego Cinematic Universe, parce que jusqu'à maintenant c'est vraiment du très très lourd, c'est de l'excellent niveau, et franchement il y a rien à dire parce que je trouve qu'ils ont rien à envier à des studios comme Pixar, Illumination, parce que ça vogue pas sur la même branche, et ce qu'ils développent est vraiment chouette. En parlant d'Illumination, je suis aussi allée voir Moi Moche et Méchant 3. Faut savoir que j'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers. Un des grands trucs qui fait que j'adore les Moi Moche et Méchant, c'est que je trouvais que ça montrait pour une fois un schéma de famille assez dysfonctionnel. Clairement, ils sont tous un petit peu cabossés, ils ont tous des gros problèmes, et ils essayent quand même de s'entraider et de s'aimer au-delà de leurs différences, et de s'aimer au-delà de leurs problèmes, et d'essayer d'avancer ensemble. Et je trouvais que ce type de schéma vraiment de famille mal foutue, et dans lesquelles il n'y a pas d'amour au départ et où l'amour survient après, c'était assez intéressant à développer au cinéma. J'étais déjà un petit peu plus déçue quand à la fin du 2 il y avait la scène de mariage, parce que je trouvais qu'on retombait dans un schéma finalement assez classique de un papa, une maman, des enfants. J'aurais vachement aimé en fait que Gru et Lucy ils continuent à avoir une relation ensemble, mais en dehors du mariage ça aurait beaucoup plus cassé les codes comme ça avait été le cas auparavant. Et dans Moi Moche et Méchant 3, je trouve qu'on ne retrouve pas la finesse des deux premiers opus, et on est dans... Finalement, la famille n'est plus le centre du film, et c'est dommage parce que ça a perdu ce qui faisait son charme et sa patte. Les trois gamines, par exemple, on les voit assez peu, elles ont peu de scènes marquantes, alors que c'est quand même elles qui sont normalement au centre du concept des Moi Moche et Méchants. On a aussi beaucoup d'interrogations par rapport aux rôles familiaux, notamment Lucy qui essaye de trouver son rôle de mère, et je trouvais que c'était dommage de se concentrer à ce point-là sur le fait de devenir une mère stéréotypée. J'aurais bien aimé qu'on puisse dire, bah c'est pas grave, t'as une mère avec des défauts, et bah on t'aime comme ça, parce que finalement Gru c'est ce qu'il est, il a plein de défauts, et finalement ça reste un bon papa quand même, parce que bah c'est Gru quoi. Je trouvais déjà qu'au niveau de son concept, son message et de son propos de base, le film perdait sa saveur, et qui perdait même ce qui faisait son essence. Et en fait le film présente un nouveau personnage qui va être le frère jumeau de Gru, qui lui a tout réussi dans la vie au niveau argent, etc., mais qui n'est pas du tout devenu un méchant, qui est donc un peu la honte de la famille. Et ce nouveau personnage qui est très très cool, qui est très très drôle, est constamment évincé, placé en second plan de l'intrigue, alors que ça aurait pu être hyper intéressant qu'il soit au premier plan de l'intrigue, et que Moi Moche et Méchant 3 ce soit ça, la retrouvaille entre les deux frères, parce que on nous a introduit un méchant qui ne sert à rien. Son chara-design est basé sur des trucs des années 80, il se la joue un peu Michael Jackson pérave, Michael Jackson du pauvre avec des épaulettes, des trucs comme ça. Franchement, c'est le méchant le plus oubliable de l'histoire du cinéma d'animation. Enfin, je sais pas, qui regarde les Moi Moche et Méchants pour regarder les combats entre les méchants sérieux? Alors certes, on avait El Macho du 2 qui était très marrant, mais il était très bien introduit. Là, le méchant du 3, c'est superficiel, le personnage est mal écrit, c'est un stéréotype. Et ouais, du coup, c'est un petit peu décevant parce que tu sais pas trop où le film veut aller, t'as l'impression que ça commence à s'essouffler, alors que la licence des Moi Moche et Méchants, c'était vachement bien jusque-là. Il y a aussi un autre truc qui m'a pas mal dérangé, c'est que j'ai l'impression qu'Illumination, depuis qu'ils ont fait le truc des mignons, là, le film, ils veulent foutre les mignons tellement en avant que ça prend le pas, même sur leurs autres films. Et dans Moi Moche et Méchant 3, les mignons, ils deviennent quasiment centraux, alors que ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Alors, ils sont très drôles, les scènes avec eux sont bien foutues, tout ce que tu veux, mais quand on regarde un film Moi Moche et Méchant, on veut voir un film Moi Moche et Méchant. Et c'est un petit peu ça qui m'a dérangé. J'ai eu l'impression de voir un film avec une succession de sketchs, que ce soit des sketchs avec un méchant, que ce soit des sketchs avec les mignons, que ce soit des sketchs avec le frère de jumeau de Gru, mais pas un film avec une vraie profondeur et pas un film avec une vraie histoire à dérouler. J'ai l'impression qu'ils ont créé un scénario un petit peu brodé et cousu de fil blanc par-dessus, histoire de dire regardez, on a une histoire, mais que finalement ça aurait pu très bien être des sketchs individuels qui auraient pu se retrouver sur une chaîne YouTube par exemple, mais en tant que film, c'est bien trop bancal et clairement ça prend pas.
caméra. Et c'est dommage, parce que j'adore les mois moches et méchants, mais celui-ci est très très décevant. Ensuite, un des films les plus attendus de l'année, et par moi aussi parce que j'aime beaucoup ce que fait Christopher Nolan, ça a été Dunkerque. Alors bon, Dunkerque, ça va être difficile d'en parler comme ça aurait mérité un épisode à part entière, parce que, bon, voilà, en parler vite fait face caméra, sans note, ça va un petit peu ôter la richesse de ce qu'il y a à dire dessus, parce que c'est un film qui est clairement très intelligent, et qui est, d'un point de vue artistique, vraiment irréprochable. D'ailleurs, je pense que c'est le genre de film qu'il faut aller voir au cinéma, qui a été conçu, pensé et créé uniquement et expressément pour les salles de cinéma. Je sais pas si c'est le genre de film que tu peux mater sur ton canapé, bon, à moins d'avoir une super installation, mais je veux dire, clairement, je pense que ça lui offre une certaine force, parce que Dunkerque, c'est un film qui est très immersif, qui est très puissant, qui est très organique, mais il faut le voir avec le son à fond pour pouvoir profiter de l'espace, de toutes les bombes qui tombent derrière soi, par exemple. C'est un film qu'il faut pouvoir voir sur grand écran, comme si on avait l'impression d'être nous-mêmes au cœur de l'horreur de la guerre. C'est un film aussi, je pense, mine de rien, comme il est très long, qui a très très peu de dialogue, duquel on peut vite décrocher si on n'est pas dans le contexte adéquat. Et c'est dommage de décrocher d'un film pareil, parce qu'il a clairement de grandes choses à offrir. Sa mise en scène notamment, bon, c'est Christopher Nolan, est-ce que c'est étonnant, mais sa mise en scène est absolument irréprochable. Tout est dans une atmosphère très grise, très désaturée, dépressive, vraiment une atmosphère de guerre, et on a l'impression d'être nous-mêmes sur les plages de Dunkerque et de se prendre le crachin sur la gueule. La bande-son composée par Zimmer est, je trouve, magistrale, dans le sens où il y a une espèce de tic-tac lancinant comme le bruit d'une horloge constant durant tout le film, et qui des fois on a tendance presque à oublier tellement elle fait partie du décor et tellement elle fait partie des choses banales, parce que quand je vous dis qu'elle est tout le temps là, c'est qu'elle est tout le temps là. Et finalement, quand elle se rappelle à nous, elle ne nous rend que plus stressés, que plus angoissés. Et d'ailleurs, quand à la fin du film, enfin elle s'arrête, c'est un tel soulagement, mais presque physique, dans le sens où on a l'impression qu'enfin il y a nos muscles qui se détendent, qui étaient tendus par cette musique, qui enfin se détendent. Je trouve que c'est assez incroyable en fait d'avoir réussi à créer un tel effet et à nous faire ressentir physiquement autant la tension et la pression. C'est un des films devant lesquels je me suis sentie le plus mal, mais d'un point de vue de l'angoisse et du stress. Après, il y a plein de choses qu'on peut reprocher à ce film, dans le sens où les personnages sont assez peu développés, il y a peu de dialogue, le rythme est très lent. Mais est-ce que intrinsèquement on peut le reprocher à ce film, ou est-ce qu'on peut le reprocher au projet de base de Nolan, qui était tout simplement de nous retranscrire les horreurs de la guerre? Et les horreurs de la guerre, c'est pas que les combats, c'est aussi l'attente, l'angoisse, le froid. Et je trouve qu'il a vraiment réussi là-dessus à retranscrire l'aspect d'ennui angoissant que peut avoir la guerre, donc moi je trouve que c'est une réussite de bout en bout ce film. Il y a peut-être un truc sur lequel je me suis questionnée, qui est, encore une fois, Christopher Nolan a voulu faire sa fameuse narration déconstruite, en prenant les trucs un petit peu au milieu, en mettant des bouts de fin au milieu du film, en commençant des fois par le milieu d'une scène, en nous mettant des histoires entrecroisées de personnages, et j'avoue que en fait ça ajoute une couche intellectuel à un film qui n'est que organique, qui n'est que vraiment, qui est très premier degré, qui est très dans les tripes. Moi je trouve que c'est superficiel, et je trouve que c'est rajouté juste pour dire hey, regardez, c'est moi, c'est Christopher Nolan, je sais faire ça. Franchement, le film aurait été tout aussi bien si jamais les trois histoires avaient été linéaires et si ça s'était suivi, parce que comme je vous l'ai dit, le film n'est pas un film intellectuel. Enfin, c'est un film intelligent, mais c'est pas un film intellectuel où il y a des sous-entendus, des symboles, des sens cachés, tout ce que tu veux. C'est un des rares films devant lesquels je trouve l'appréciation subjective s'efface. Parce que moi, à titre personnel, j'arrive pas à dire si je l'ai aimé ou pas, parce que c'est un film qui se situe au-delà de ça. Et j'ai presque envie de dire, on s'en fiche si les gens aiment ou pas, parce que c'est une proposition artistique qui est tellement jusqu'au boutiste, qui est tellement parfaite de bout en bout, que ça échappe, je trouve, aux notions de traitement subjectif des choses. Ensuite, le film It Comes at Night, qui est un film qui m'a pas trop convaincu, dans le sens où déjà, je pense qu'il a été très très mal vendu par une campagne de com qui l'a vendu comme un film d'horreur, alors que c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller noir, c'est un film noir, mais c'est pas du tout un film d'horreur, il y a des scènes angoissantes, mais... Et je sais pas, j'ai pas été convaincue en grande partie à cause de l'interprétation du personnage principal, qui est un de ces personnages tellement vide, tellement, tellement quelconque, et qui a tellement peu de traits de personnalité distinctifs qu'ils sont censés être des coquilles vides dans lesquelles chaque spectateur
peut s'identifier et qu'on est censé voir du coup tout le film à travers ses yeux, mais à travers nos yeux à nous, parce que du coup on doit y transposer un regard subjectif. Et moi je m'identifie à un être humain à travers ses traits de personnalité, et comme lui n'en avait pas, et ben ça a été très difficile pour moi de rentrer dans le film. Au-delà de ça, j'ai trouvé le rythme très lent, trop lent, et parfois en fait lent uniquement pour faire des effets de style en mode ah bah c'est la mode de faire des films lents et contemplatifs, donc je vais vous montrer que moi aussi je sais faire des films lents et contemplatifs. Et en fait je suis un petit peu horrible, mais je me questionne aussi sur l'intérêt du projet de base en soi, parce que l'histoire est pas passionnante, c'est l'histoire de personnes qui survivent face à une épidémie, qui est donc un thème hyper récurrent et classique dans l'histoire du cinéma, et qui là n'est pas exploité d'une manière extrêmement originale, et on se concentre sur un groupe de survivants qui vit en quasi huis clos. Encore une fois, c'est pas une situation très originale, et ouais, je trouvais que ce film apportait finalement rien au genre, et que c'était pas une étude de cas particulièrement intéressante. Je trouvais que ça posait pas de questions morales particulièrement plus dures ou plus fortes qu'on a pu le voir ailleurs. Donc c'est un film qui est classique et qui peut plaire aux amateurs du genre dans le sens du classique, mais qui moi m'a pas convaincue, parce que je commence à en avoir un petit peu bouffé des films survivalistes. Je trouve que c'est un film qui essaye de se la jouer un petit peu trop au-dessus de ce qu'il est, comme s'il voulait surintellectualiser et montrer qu'il était très intelligent et très profond, alors que finalement il a peu de choses à offrir. Ce qui me fait dire ça, c'est notamment des scènes très symbolistes qu'on a au milieu du film. Donc le personnage principal dont je vous parlais là, qui est très vide, a des cauchemars, et on a des espèces de scènes un petit peu surréalistes et symbolistes avec une porte. T'as l'impression que le film essaye de faire passer un grand message et qu'il essaye d'avoir un grand propos et d'exploiter de grands symboles, mais qu'au final il sait pas trop lui-même ce qu'il a voulu mettre derrière, parce que quand tu creuses un peu au niveau des symboliques et au niveau des messages de ce film, bah y a pas grand chose à interpréter quoi, c'est un petit peu vide, c'est un petit peu creux. Il m'a beaucoup rappelé en fait par certains aspects Nocturnal Animals, sorti en début d'année, qui pareil, un film qui m'a pas du tout convaincu, que j'ai trouvé suresthétisé à outrance pour pas grand chose, qui était très vide et très creux, et je trouve que It Comes at Night c'est exactement le même schéma, et je pourrais lui reprocher exactement les mêmes choses, c'est-à-dire un scénario extrêmement plat qui essaye sous une mise en scène magnifique de faire passer des vessies pour des lanternes, et je veux dire voilà, moi ça me convainc pas du tout. Dans un tout autre registre une fois de plus, mais vie de chien. Alors c'est un petit peu mes plaisirs coupables, ce genre de film sur les vies des animaux, parce que j'aime bien les animaux. Je m'attendais à ce que ce soit triste, parce que déjà le synopsis de base c'est quand même l'histoire d'un chien qui meurt et qui revit à chaque fois, donc on suit ses différentes réincarnations, donc déjà quand t'as des animaux qui meurent, bah voilà, tu chiales. Mais je m'attendais pas à ce qu'il parle de sujets aussi durs, parce que on suit donc ces différentes vies, et au bout d'un moment, un de ses propriétaires est alcoolique par exemple, et il tape sur sa femme. Un de ses propriétaires est un flic qui est tout seul, qui tombe en dépression et qui finit par faire une espèce de tentative de suicide. Il y a aussi un des couples dans lesquels il est qui le maltraite, qui le laisse dehors, et dont un des deux lui tape dessus. Mais c'est bête, mais comme c'est enrobé dans un ton assez enfantin et un regard assez naïf, parce que c'est clairement un film qui se destine plutôt aux enfants, je trouvais que c'était assez intelligent, assez dur et assez surprenant dans le genre de parler de sujets aussi durs et de les aborder comme ça de manière très frontale. Les scènes où il y a le mec qui tabasse sa femme, c'est pas du tout censuré, tout ce que tu veux, c'est pas du tout métaphorisé. Après, ce qu'on peut reprocher évidemment à ce genre de film, c'est l'aspect très naïf, enfantin, cucu, du monde et de l'univers qui est créé, des relations entre les animaux et les hommes, c'est toujours très idéalisé, ça fait un peu monde du marshmallow. Je trouve que Mes vies des chiens, c'est vraiment un film qui est très honnête, qui va au-delà de ce qu'il a proposé au premier abord, qui ne nous raconte pas qu'une histoire de relation entre des animaux et des êtres humains. C'est un film qui nous dresse de très beaux portraits très réalistes et très émouvants d'êtres humains, qu'ils soient en déchéance ou qu'ils soient heureux. J'ai trouvé que la conclusion de fin du film était extrêmement belle, extrêmement touchante. C'est un film devant lequel forcément on va verser sa petite larme parce que c'est triste. C'est un film qui respire l'envie d'être auprès des humains tout simplement, dans leurs meilleurs aspects ou dans leurs pires, et je sais pas, c'est clairement pas un film très marquant, c'est pas une mise en scène très audacieuse, mais c'est vraiment un film honnête, mignon, divertissant et qui va au-delà de ce qu'il a à offrir. Pour rester dans le thème animalier, on va parler de La planète de singes, donc le dernier opus de la trilogie. Faut savoir que je suis quand même un petit peu maso parce que je suis allée voir ce film alors que j'ai jamais vu un seul Planète des singes de toute ma vie. Et franchement, j'ai bien aimé, j'ai apprécié l'expérience, j'ai apprécié les personnages, j'ai apprécié de découvrir l'univers. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, je trouvais que les métaphores des singes vis-à-vis de l'être humain étaient très efficaces et que
tout le bien qu'on dit de cette saga a été fondé. Après, comme je vous l'ai dit, moi j'avais pas vu les trilogies, donc j'ai quand même eu un aspect découverte de l'univers, alors que j'y suis allée avec mon copain qui a vu une bonne partie de ces films, qui lui s'est beaucoup ennuyé, parce qu'il trouvait que ça n'apportait pas grand chose au film déjà développé, que les personnages n'évoluaient pas spécialement, et qu'il y avait énormément de choses qui avaient déjà été vues et dites dans les précédents opus. Après, au-delà du fait que j'ai quand même apprécié plein de choses, il y a quand même des incohérences scénaristiques qui sont assez graves, je trouve. Notamment à partir du moment où ils arrivent à la base, où les singes sont enfermés dans la base militaire et qui sont gardés en captivité, je trouve qu'il y a des grosses incohérences, genre la gamine qui arrive à se faufiler au milieu du camp militaire sans jamais se faire capter, alors qu'il y a des lumières partout, il y a des vigiles partout, ils sont capables de capter des singes qui sont dans la neige à 800 mètres d'eux, mais par contre ils voient pas la gamine se faufiler sous leurs yeux dans la base, enfin que des trucs comme ça. J'ai trouvé aussi que l'histoire du passage souterrain trouvé par hasard, parce qu'il y a un des singes qui se casse la gueule dedans, mais ça c'est pareil, je veux dire, t'as plus le droit de faire ça scénaristiquement. J'ai aussi trouvé la scène de l'évasion où il y a tous les singes qui passent par le passage souterrain extrêmement abusé, dans le sens où, encore une fois, on est dans une base militaire où il y a des lumières partout, il y a des gardes partout, il y en a pas un qui pense à regarder du côté du truc des singes pendant qu'ils s'évadent tous. Il y a quand même, je sais pas, allez, 500 singes qui sont détenus en captivité là-dedans, parce que ça a dû prendre du temps en plus de tous les évacuer. Il y a aucun garde qui, pendant tout ce temps-là, a fait une ronde ou a regardé de ce côté-là. Enfin, j'ai bien apprécié le personnage du méchant, alors j'ai pas spécialement apprécié son écriture de personnage en soi, dans le sens où c'est le méchant archétypal, bête et méchant, qui veut détruire toute une espèce, enfin c'est un Hitler quoi. C'est un Hitler, tout ce qu'il y a de plus basique, de déjà vu au cinéma, mais j'ai beaucoup apprécié sa mort, parce que dans les films, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il n'y a pas de confrontation directe, pas de combat en fait, entre le gentil et le méchant à la fin du film, mais que le méchant soit apprendre ses erreurs, et du coup il n'y a pas de combat, soit meurt d'une autre manière parce que son but à atteindre a été détruit. C'est ce qui se passe notamment dans Le Retour de la momie, n'est-ce pas, où Imhotep, finalement, se faisant rejeter par Anck-Su-Namun, préfère se suicider plutôt que de continuer à vivre. Et moi je trouve cette fin magistrale. Et là c'est pareil, je trouve que la mort du méchant qui finalement préfère se suicider, abandonner son combat parce qu'il se rend compte qu'il est atteint par la maladie contre laquelle il luttait, et ben j'ai trouvé ça beau, assez fort comme message, et c'est pareil, finalement les singes ils prennent vite fait les armes à la fin du film, mais c'est plus un combat d'humains entre humains qu'un combat de singes contre humains, et c'est pareil, je trouve ça plutôt assez intéressant que finalement les singes laissent les humains régler leur merde entre eux, voilà, c'est vous qui avez foutu le bordel, c'est vous qui le réglez entre eux, et que eux se cassent en mode on va aller chercher notre terre promise. Et ouais, j'ai trouvé la fin plutôt pertinente, j'ai trouvé le développement des personnages plutôt pertinent, j'ai trouvé ça intéressant sur plein de points. Donc ouais, j'ai bien apprécié l'expérience de ce film, ça m'a donné envie de voir les autres films de la saga. Après, je pense que c'est pas le film de l'année, et je pense qu'il avait beaucoup plus de potentiel à exploiter que ce qu'il a exploité au final, parce qu'il se contente d'être un film blockbuster d'action assez classique, avec des personnages assez classiques, un développement assez classique et des méchants assez classiques, et qu'il aurait pu aller au-delà et proposer des conclusions un petit peu plus intéressantes et prenantes peut-être. Mais oui, pour ce qu'il est en tout cas, j'ai plutôt bien apprécié La Planète des Singes. Ensuite, La colère d'un homme patient, qui est un thriller slash polar slash film noir espagnol, qui paye pas de mine, qui est clairement un film assez modeste au niveau de sa réalisation et de sa mise en scène. Même au niveau de son scénario, c'est vraiment pas un film qui va parler de, je sais pas, d'enjeux internationaux ou quoi, ça se concentre vraiment sur des petites histoires d'êtres humains finalement pris dans l'engrenage de diverses mafias et dans l'engrenage de divers coups dans lesquels ils se sont mis et dans lesquels ils doivent se dépatouiller. Mais pour ce que c'est, je trouve que c'est un film qui est très honnête. Ça fait le job, les acteurs sont très bons, la mise en scène est bonne, le rythme est très bon, la fin est bonne. La colère d'un homme patient, hélas, ça fait partie de ces films sur lesquels on n'a pas grand chose à dire, dans le sens où il n'y a pas grand chose à lui reprocher, mais il n'y a pas non plus grand chose d'exceptionnel qui en font des films spécialement marquants ou sur lesquels on a spécialement des choses à développer. C'est un film devant lequel on passe un bon moment, l'histoire est prenante, le scénario est cool, mais à part vous dire que c'est un bon film sympathique qui clairement se la pète pas plus haut que son cul et qui arrive à offrir des choses intéressantes et que ça donne envie de se pencher un peu plus sur le cinéma espagnol, ben j'ai pas grand chose de plus à vous dire, hélas. Ensuite, parlons d'un autre film dont c'est pareil, j'aurais bien aimé faire un épisode à part, mais bon c'est pas grave, je le fais en sens de rattrapage, c'est La Momie, version 2017. Vous savez que j'adore La Momie avec Brendan Fraser et Rachel Weisz et Arnold Vosloo, que ça fait... c'est ma saga préférée au monde, hein, oui, encore plus que les Pirates des Caraïbes et encore plus que les Seigneurs des Anneaux. Donc j'avais peur
peur quand même de voir ce remake 2017. Surtout que je trouve que Tom Cruise dans le rôle de l'explorateur archéologue, c'était le pire choix de casting au monde, parce que ce mec, autant il joue très bien dans les films d'action, autant que dès que tu lui demandes de jouer le rôle d'un personnage intelligent, ça se sent qu'il y a un peu le vide intersidéral dans ses yeux, tu vois, il a un regard un peu bovin. Donc oui, j'avais peur de ce que c'était, et pour ce que c'est honnête. C'est un film blockbuster, divertissement sympa. Il y a même des effets de mise en scène qui sont assez intéressants parce que ce film a voulu essayer de reprendre des effets de mise en scène de zombies qui étaient faits dans les années 50-60 en stop motion. Donc on a les momies qui sont animées en stop motion, ça donne une petite touche sympathique au film. Les passages en flashback dans l'Égypte ancienne sont très très beaux au niveau des décors et des costumes, ils sont très très bien mis en scène. Il y a une scène où un avion chute et où les cascades, je trouve, sont particulièrement impressionnantes et cette scène est filmée et cette scène est vraiment très intense et extrêmement bien filmée au niveau de la mise en scène. Ouais, ça se permet quand même d'avoir 2-3 trucs comme ça assez marquants, d'avoir des scènes qui sont fortes, mais qui à côté de ça sont noyées avec 2 personnages principaux qui sont archétypaux, peu intéressants et qui ont une alchimie entre eux qui ne fonctionne pas. Il y avait moyen quand même de faire des personnages plus intéressants, il y avait moyen de casser un petit peu plus les codes que ça. Et je pense que c'est ça que je reproche le plus à La Momie 2017, c'est que j'ai l'impression de voir un film d'action des années 2000. Et en 2017, je veux dire, il y a quand même Mad Max Fury Road qui est passé par là et je pense que tu peux plus, il y a un moment, tu peux plus proposer des films avec une sauce et un arrière-goût qui datent des années 2000 quand t'as des films qui chaque année renouvellent la formule des films d'action et ouais, La Momie 2017 c'est un film qui est trop classique quoi. Pour moi le meilleur point de ce Momie 2017 c'est Sofia Boutella en momie qui est magnifique, qui est géniale, qui est sensationnelle, qui l'incarne très bien. C'est juste dommage que ce film s'appelle La Momie et c'est un petit peu comme le Godzilla de 2014, on voit la momie 25% du film. Donc ça reste le sujet principal du film, ça reste le sujet d'occupation, mais on la voit très peu agir, et finalement quand elle agit, on n'arrête pas de nous dire elle est surpuissante, c'est une démone du mal, etc. Et quand elle agit, on n'a pas l'impression qu'elle fasse grand chose finalement et qu'elle puisse mettre tant à mal l'humanité que ça. Donc c'est bizarre parce que j'ai l'impression que Universal ils veulent créer tout un truc très mystique, ils essayent vraiment de faire monter la hype, par exemple La Momie, ils développent à fond son univers, il y a plein de personnages qui parlent d'elle, mais finalement quand ça arrive à l'écran et quand les personnages desquels on parle ont l'occasion d'agir, c'est pas si prenant que ça, c'est pas si intéressant que ça et c'est pas si inquiétant et angoissant que ça. Et c'est un petit peu représentatif aussi de ce Extended Universe parce que Universal ça fait des mois et des mois qu'ils font monter la hype autour de ça et finalement quand ils présentent le premier film, donc La Momie 2017 étant le premier film qui est censé marquer d'une pierre rouge le début de leur Extended Universe, t'as l'impression qu'ils y ont pas mis autant d'efforts qu'ils auraient dû le faire pour marquer le début d'une saga marquante. Ils auraient dû s'impliquer à fond, créer un scénario beaucoup plus original, créer des personnages plus originaux, et pour que vraiment ça donne envie de voir la suite, parce que là, en l'état des choses, j'ai vu un divertissement correct, j'ai passé un bon moment, mais ça me donne pas envie d'y revenir, ça me donne pas envie de le revoir, et est-ce que ça me donne envie de voir la suite ? Moi j'ai l'impression que c'est un film qui tient très bien en stand-alone, j'ai pas envie de développer plus l'univers que ça. Les histoires qui commencent à être amorcées autour, elles m'ont pas l'air très intéressantes. Pour moi les enjeux sont réglés dans ce film-là. Donc je sais pas, pour moi c'est un peu un coup d'épée dans l'os, ce Momie 2017. J'ai pas trop compris quel était leur projet derrière, parce que je pense qu'il y a beaucoup de décalage en fait entre ce qu'ils voulaient faire à la base et ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire à la base et ce que c'est en réalité. Et clairement il aurait fallu mettre plus d'investissement, plus de temps et plus d'argent derrière, parce que en l'état, La Momie 2017, c'est sympa, mais ça va être oublié dans 2 ans, quoi. Une des petites pépites de cette année, encore du cinéma espagnol. Décidément, je trouve que cette année, le cinéma espagnol se porte plutôt bien. On a eu beaucoup de productions qui, en plus, sont arrivées sur nos écrans, dont beaucoup de gens ont parlé. Donc c'est plutôt cool parce que c'est un cinéma qui est pas hyper connu, à part Almodovar, qui est beaucoup mis sur le devant de la scène. Il y a peu de gens dans le cinéma espagnol qui arrivent à exporter à l'étranger. Donc c'est cool. C'était quelques minutes après minuit qui a été un enchantement, un ravissement et en même temps un déchirement parce que c'est un film qui est très 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 triste. Mais c'est un film qui est magnifique.
Pour moi, si je devais définir un petit peu ce qu'est un film qui est profond, qui a un concept qu'il exploite jusqu'au bout, je trouve que Quelques minutes après minuit est très représentatif de ce genre de film. La mise en scène est très belle, j'ai trouvé que les effets spéciaux, comme il y en avait peu, faisaient pas trop cheap, et il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en animatronique. Et mine de rien, le fait de ramener de l'animatronique qui est organique, qui est palpable, ça ramène une dose de réalisme qui manque beaucoup aujourd'hui aux films qui sont tournés uniquement sur des fonds verts. J'ai aussi trouvé les passages des fables faits en animation traditionnelle absolument magnifiques. Ce sont des dessins animés que j'ai presque envie de regarder juste pour ce qu'ils sont, presque des courts-métrages à l'intérieur du film, qui étaient sublimes, des perles de poésie. Et en fait, ce que je dis sur les courts-métrages, ça pourrait être représentatif de tout le film Quelques minutes après minuit, parce que c'est un film profondément poétique, profondément philosophique aussi, et je trouve que c'est un film qui a un message sur le deuil qui est très intéressant, parce que je trouve que c'est un film qui aide à se remettre du deuil, et c'est un film qui dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre traditionnellement au cinéma. Par exemple, c'est un film qui dit t'as le droit d'être triste, et c'est carrément un film où la personne qui va mourir dit à la personne qui va être en deuil c'est normal que je te manque, et il y a plein de moments où je vais te manquer, donc dans ces moments-là t'auras le droit de pleurer, et c'est normal. Alors que traditionnellement dans les films on dit plutôt c'est pas grave, la vie continue, show must go on, et là non. C'est quand même un film qui te montre un message finalement assez positif sur la mort, dans le sens où la personne qui va mourir dit clairement « Je suis désolée, je suis plus en état physique et mental et moral de continuer. Je t'aime beaucoup, c'est pas parce que tu m'as pas apporté assez de choses, c'est pas ta faute à toi si jamais je meurs, mais c'est parce que voilà, il y a un moment physiquement et mentalement je peux plus. » C'est con, mais ouais, il a un message finalement, la mort est triste parce que c'est toujours triste de voir quelqu'un mourir, mais c'est pas macabre. Si en ce moment vous traversez une phase difficile au niveau du deuil ou ce genre de truc, faut regarder ce film parce que je trouve qu'il fait du bien. En tout cas, moi, il m'en a fait, et c'est clairement une grosse pépite de cette année qui n'a pas été assez longtemps en salle, hélas, mais moi je vais me rattraper, c'est clair que je vais l'acheter en Blu-ray parce que j'ai très envie de le revoir. Et enfin, je termine cette séance de rattrapage de la rentrée avec le film Le Manoir, réalisé et écrit et joué avec plein de youtubeurs du net français. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques temps, j'ai rattrapé le film du Palmachot sorti l'année dernière, donc La folle histoire de Max et Léon, que j'ai trouvé être génial. Pour moi, c'est du niveau d'un Astérix Obélix Mission Cléopâtre, quoi. Ça a vraiment de quoi devenir culte pour toute une génération, je trouve. Le Manoir n'est pas de ce niveau-là. Le Manoir est sympa sur plein de points, le Manoir a vraiment du potentiel, mais se vautre dans énormément de choses déjà vues et de classicisme qui, hélas, le desservent beaucoup. Quand je parle de choses déjà vues et de classicisme, je pense notamment à des poncifs de la comédie américaine, et plus particulièrement de la comédie parodique, où l'humour repose beaucoup sur du comique de situation, ou bien sur du comique sur des stéréotypes de genre, ou bien sur du comique avec un personnage qui est complètement débile et qui va tout faire foirer. Et c'est bête, mais ce genre de choses, on les a déjà vues, et si j'ai envie de voir un film qui est un peu lourd, gras et vulgose, je me regarde un Scary Movie, je vais pas envie de me tourner vers Le Manoir. Notamment, ce que j'ai beaucoup regretté, c'est qu'en fait, des fois, le film part dans un humour très original. Je me rappelle notamment d'une scène qui me fait encore rire, rien que d'y penser. C'est une scène qui se passe dans la forêt, où il y a un personnage qui va se perdre dans la forêt, qui tombe sur un sanglier qui parle espagnol. Mais à côté de ça, ça va enchaîner sur des blagues caca, des blagues vomi, des blagues « Oh là là, la meuf c'est une salope parce qu'elle a couché ». C'est dommage, parce que en fait, il y a vraiment le meilleur et le pire qui se côtoient dans ce film, et t'as l'impression qu'en fait, au niveau de l'écriture, ils ont pas forcément su choisir les bonnes choses, et ils ont pas forcément su choisir les choses efficaces et originales. Donc clairement, pour moi, il y a un problème d'écriture. Après, au niveau de l'acting, faut dire que tout le monde s'en sort à peu près bien. Ils ont tous des personnages de toute façon assez exagérés, stéréotypés. Et j'ai notamment été étonnée du jeu de Natou, que j'ai trouvé plutôt juste, et je me demande si elle ferait pas une carrière au cinéma, et si ce serait pas intéressant, parce que je trouve qu'elle peut avoir potentiel à développer des personnages plus profonds que ça. En tout cas, c'était plutôt intéressant de la voir dans ces rôles-là. Par contre, au niveau de la mise en scène était très belle, la photographie était sublime, les jeux de couleurs et de lumière notamment étaient vraiment magnifiques, ça faisait pas cheap une seule seconde, et pour un film qui a eu un assez petit budget, qui avait pas quelque chose de prétentieux à la base, je trouve qu'au niveau de la mise en scène, il a de quoi se la péter, parce
parce que il y a de l'originalité, il y a de la beauté, et il y a de la recherche et il y a de la précision. Je crois que le réalisateur a bossé sur des clips auparavant et ça se voit parce qu'il y a vraiment quelque chose de très léché, de très soigné au niveau de l'image, de très suresthétisé, qui pour le coup fonctionnait très bien et rajoutait du cachet à un film qui, s'il avait eu une mise en scène plus cheap, aurait pu vraiment être un très mauvais film. Donc c'est pas le cas, hein. Le Manoir, c'est un film qui reste drôle, qui reste une comédie assez sympathique. Pour peu que vous aimiez les personnages incarnés par les youtubeurs sur leur propre chaîne YouTube, ben vous serez pas dépaysés, c'est du même ordre. Mais c'est clairement pas le renouvellement de la comédie française pour autant. Et parce que, hélas, ça se perd un peu trop dans des poncifs du genre, et notamment dans la comédie américaine, plutôt que d'essayer de créer de nouveaux codes et d'essayer de les surpasser. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner pour une éventuelle future collaboration, mais en l'état, le Manoir est sympa. Mais voilà, il manque un petit peu de peps, il manque de finesse, et pour l'instant c'est encore une pierre brute, il aurait manqué un petit peu de cisaillement pour devenir vraiment quelque chose d'intéressant. Et en parlant de comédie, j'allais presque oublier de vous parler, en fait, j'ai encore un dernier film à aborder, oui je sais c'est très très long, mais je vous avais prévenu, un tout dernier film à aborder que j'ai rattrapé dimanche dernier, qui est... la magnifique et merveilleuse comédie de droite à bras ouverts. Je comprends même pas qu'un film pareil peut trouver des subventions, je comprends même pas qu'un film pareil, à un quelconque stade de son développement, ait pu trouver approbation tellement c'est raciste, sexiste, tellement c'est puant. Et je me disais, peut-être que les gens exagèrent, parce que y a beaucoup de comédies françaises comme ça qui s'en prennent plein la gueule, et des fois c'est pas forcément justifié. Je pense par exemple à Aladdin, que j'ai rattrapé du coup, qui était sorti l'année dernière, je crois, qui s'est pris des tonneaux de merde dans la gueule. Alors c'est pas un grand film, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait de quoi en faire tout un plat, j'ai pas trouvé que c'était spécialement dégueulasse non plus. Par contre là, à bras ouverts, ah oui. Et puis il faut encore en parler, hein. Faut encore continuer à lui foutre des torrents de merde à la gueule, hein. C'est pas possible de sortir un film pareil. C'est que des blagues racistes du début à la fin. Alors c'est raciste envers les Indiens, parce que le majordome de la famille, un peu bourge et bobo, est indien, donc déjà il parle pas français, il est un peu débile, il est un peu con, il est coincé dans ses traductions parce qu'il est indien, évidemment. Les blagues sur les Roms, mais c'était affreux. Les Roms, bah ils sont crades, les Roms, bah ils volent, les Roms, bah ils font semblant d'être dans la misère pour aller faire la manche, mais je sais pas, vous avez pas une seule seconde pensé aux personnes qui vont faire la manche, qui crèvent la dalle, et pour qui, ben c'est vraiment leur seul moyen de subsister, d'aller faire la manche. Mais je sais pas, c'est tellement drôle de se moquer des personnes dans le besoin, wouhou, qu'est-ce qu'on s'éclate avec Christian Clavier, dis donc. Ça va aussi se moquer de plein de trucs qui m'ont choqué, mais enfin, vraiment la comédie de droite incarnée. Je vous prends une scène par exemple qui va parler du rapport au travail. Donc c'est une scène où il y a toute la famille Rom qui est réunie et où Christian Clavier et sa femme vont demander à chaque Rom qu'est-ce que vous savez faire dans la vie pour que vous puissiez vous trouver un travail. Donc les femmes disent ben nous on sait faire de la couture, du dessin ou du chant, et les hommes disent ben nous on est sportifs, on sait réparer des serrures et on sait peindre des bâtiments par exemple. Christian Clavier va dire ah oui mais ça c'est pas des vrais travaux, donc c'est pas des vrais travaux, ça reste de l'ordre de l'amusement. Donc déjà c'est sympa, hein, tous les artistes du monde t'emmerdent. C'est quand même mal placé pour dire ça quand tu fais un film, quand t'es réalisateur, de placer dans le film que ceux qui font des métiers artistiques c'est des branleurs. Je trouve que c'est va te faire foutre, tu vois. Et en plus comme on vit dans le monde merveilleux des comédies de droite françaises, ben il se trouve que Christian Clavier il leur trouve un travail tout de suite, qui sont tout de suite acceptés dans leur travail alors qu'ils ont aucune compétence, qui sont tout de suite acceptés malgré le fait qu'ils soient étrangers. Il n'y a pas de discrimination à l'embauche dans les films de droite, bien sûr que non, et qu'en plus ils sont hyper doués dans leur travail et que les employeurs les adorent. Je veux dire, dans quel monde vous vivez pour que vous pensiez que de telles choses puissent arriver? Alors je sais, ça reste un film, etc., mais c'est un film qui est tellement représentatif d'une certaine pensée d'une partie de la France qui ne veut pas voir qu'il y a des personnes qui crèvent la dalle et qui souffrent et qui ne veut pas voir à quel point c'est dangereux de stigmatiser ces personnes-là. Du coup, moi je sais pas, ça me file la gerbe. Et puis en plus c'est un film qui est à la limite, si jamais il faisait passer une idéologie de merde sans le vouloir parce qu'il était maladroit, ok, mais c'est un film qui est très idéologique. Et à la limite, j'aurais pu pardonner tout ça si le film avait eu une conclusion du genre bah c'est pas grave, on se pardonne, tout le monde s'aime, c'est magnifique, etc. Mais la conclusion du film, c'est bah la fille de la famille Rom, elle a perdu sa virginité. Et comme c'est des Roms et qui sont un petit peu cons quand même, bah ils arrivent pas à changer. Ils arrivent pas à se dire qu'une nana qui a perdu sa virginité, c'est pas une salope. Donc ils la traitent de salope, ils disent que c'est un déshonneur sur la famille. Et qu'est-ce qui est trouvé comme arrangement pour de laver ce déshonneur? Et bien évidemment, l'arrangement qui est trouvé, c'est de marier le fils de la famille Bobo avec la fille de
de la famille Rome comme ça, c'est bon, l'honneur est sauf. Mais vous vivez dans quel monde? Dans quel monde vous pensez qu'une conclusion pareille qui est misogyne à souhait, dans quel monde vous pensez que ça fait une conclusion mignonne à votre film? À la limite, on enlève l'aspect idéologique. Qu'est-ce que ça vaut au niveau de sa comédie? Au niveau de sa comédie, on a Christian Clavier qui sous-joue comme rarement il a sous-joué. On a des blagues de cul ultra classiques et ultra éculées. On a des blagues caca, pipi, vomi, parce que c'est trop marrant. On a des blagues qui se moquent des personnes handicapées mentales. On a des blagues où les gens font des grimaces. On a les blagues de chute. On a de la comédie burlesque. On a un peu de la farce et c'est tout. Et je veux dire, pas une seule fois, ça apporte un petit peu de nouveauté et de fraîcheur au niveau de la comédie. Et au niveau de son histoire, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, on a l'histoire classique qu'on a déjà vu des milliers de fois dans un film, dans une comédie française, c'est-à-dire un couple qui a un problème, qui est sur le point de se séparer au bout d'un moment dans le film, et où en plus il y a plein de quiproquos qui arrivent autour. Alors ça va pas du tout, mais à la fin ils se réconcilient et tout va bien. Combien, et franchement dites-le moi dans les commentaires, combien de films vous avez pu voir à vue donnée avec un tel scénario? Moi franchement j'ai l'impression qu'il en sort tous les ans, que tous les ans on peut avoir ce genre de truc. Au niveau du scénario, on a des tas de quiproquos qui sont rajoutés. Par exemple avec une des étudiantes de Christian Clavier qui se met à le draguer au bout d'un moment dans le film, mais ça apporte rien. À aucun moment c'est développé, c'est juste nul, c'est juste là pour rajouter la merde entre le couple. Alors vraiment, comme s'il y avait un schéma stéréotypé et codifié des comédies françaises où il fallait cocher toutes les cases pour pouvoir dire ah tiens on sort une comédie française. J'aime pas cracher sur les films injustement et j'aime bien toujours dans les films trouver des points positifs et là j'ai vraiment du mal parce que la mise en scène est nulle, la musique est nulle, le jeu d'acteur est nul, l'histoire est nulle, l'idéologie défendue par ce film est nauséabonde, vraiment. C'est un des rares films au monde peut-être où j'ai trouvé aucun point positif. C'est de la merde, c'est honteux qu'on puisse sortir des trucs pareils, que c'est pas possible que des films pareils trouvent des financements et qu'on ait chaque année des créateurs qui soient en manque et qui arrivent pas à trouver des financements alors que des merdes pareilles arrivent, font des entrées et qui en plus arrivent à se taper des bonnes notes sur Allociné, mais juste, je sais pas, moi je sais pas dans quel monde on vit, mais ça me saoule. Bien, après ce petit accès de colère, je peux enfin vous dire que la vidéo est terminée, que j'espère que ça vous aura plu et que je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour le retour des avis critiques de manière un petit peu plus normale. Salut!